à toutes et à tous dans ces rencontres régionales 2021. La Chambre des notaires du Grand Paris est très heureuse d'accueillir les différents candidats pour ces élections régionales. Nous allons discuter de leur programme, nous allons parler de l'attractivité économique du territoire, nous allons parler du logement, nous allons parler du cadre de vie, des transports et de l'écologie. Pour cette dernière session, nous avons le plaisir de recevoir Audrey Pulvar. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là. Vous êtes candidate à la présidence de la région Île-de-France, soutenue par le Parti socialiste et par plusieurs mouvements de gauche et les écologistes. Nous avons déjà reçu la présidente sortante, Valérie Pécresse. Nous avons reçu Laurent Saint-Martin pour La République En Marche et Clémentine Autain pour La France Insoumise. Alors ces débats sont interactifs. Vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. Mais d'abord, je donne la parole à Cédric Blanchet, président de la Chambre des notaires de Paris, représentant des notaires du Grand Paris. Bonsoir. Bonsoir, Ilan. Les dimanches 20 et 27 juin prochains vont se dérouler les élections régionales et départementales. C'est un moment important de débat démocratique sur l'avenir de notre territoire francilien. C'est la raison pour laquelle les notaires du Grand Paris, qui regroupent les 5 chambres des notaires d'Île-de-France et plus de 3000 notaires, ont souhaité ouvrir un cycle de rencontres pour recevoir les principaux candidats à la présidence de la région Île-de-France et échanger avec eux sur leurs propositions. Ce cycle de rencontres se poursuit et se clôture aujourd'hui avec vous, Madame Pulvar, en direct depuis la Chambre des notaires de Paris. De tous les candidats à cette élection pour la présidence de la région, vous êtes celle qui présente peut-être le parcours le plus singulier. Les franciliens vous ont d'abord connu derrière leur petit écran. On vous a notamment connue présentatrice du 19-20 de France 3 ou chroniqueuse dans On n'est pas couché. Et vous avez changé radicalement votre carrière. Vous devenez présidente de la fondation de Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, avant d'être élue conseillère de Paris en 2020 et adjointe de Madame Hidalgo, chargée de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts. Absolument. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir en tant que candidate à la présidence de la région Île-de-France, portée par le mouvement Île-de-France en commun. Votre programme se présente résolument de gauche et vous ne ménagez pas vos critiques sur le bilan et les propositions de l'actuelle présidente de la région, Valérie Pécresse. Vous avez sonné le début de la campagne en annonçant très tôt des mesures phares de votre programme, la gratuité des transports en commun, un accès de transport public de qualité à proximité pour tous, RER, Transilien, métro, tramway, bus. Mais votre programme ne se résume pas à cette proposition qui suscite un vif débat, y compris au sein de la gauche et des écologistes. Il comporte des engagements forts dans les domaines de l'écologie, du cadre de vie et du logement. Nous aurons à cœur de vous écouter, les présenter dans un instant. Madame Pulvar, comme vous, les 3000 notaires du Grand Paris sont attachés à l'équilibre territorial, à l'amélioration du cadre de vie et de l'accès au logement. Nous sommes présents dans les 8 départements franciliens, sur les territoires prospères comme sur les territoires plus défavorisés. En tant qu'officier public, nous avons à cœur de mener à bien notre mission d'intérêt général et en tant que chef d'entreprise, nous sommes un maillon important de l'attractivité régionale. L'Île-de-France est, chacun le sait, un territoire particulier dans le paysage français, européen et mondial. Première économie régionale d'Europe, premier marché immobilier d'activité d'Europe, première destination touristique mondiale. La région capitale dispose d'atouts uniques qui en font un territoire capital pour l'avenir de notre pays. Mais c'est aussi un territoire où les inégalités territoriales sont importantes et plus fortes qu'ailleurs, où il est plus difficile et plus cher de se loger, plus fatigant de s'y déplacer et plus compliqué d'y étudier. Et la crise inédite que nous venons de connaître n'a pas amélioré ces choses. Enfin, l'Île-de-France est en concurrence avec les grandes métropoles européennes et mondiales sur de nombreux volets. La recherche, le développement, la capacité à attirer les talents et les investissements, tourisme, infrastructure. La région capitale doit se battre au quotidien pour garder son niveau de compétitivité et son attractivité. Comment continuer à construire tout en stoppant l'étalement urbain? Quel rôle doit tenir la région dans la relance économique? Que proposez-vous pour rééquilibrer les territoires? Faut-il ralentir ou accélérer les grands projets d'infrastructure et d'aménagement? Sur tous ces sujets, nous sommes impatients de vous entendre. Avant de vous céder la parole, je remercie les personnes qui nous suivent à distance et qui pourront, au fur et à mesure de votre intervention, vous interroger par écrit. Merci d'avance.
Merci à vous, merci de votre accueil. Merci Audrey Pulvar, merci Cédric Blanchard. Je vous propose de vous donner la parole tout d'abord pendant 5 minutes, que vous nous expliquiez votre candidature, l'esprit de votre programme. Et ensuite, on va rentrer vraiment dans le détail de toutes vos propositions. On aura plein de questions à vous poser. D'accord, très bien. Alors, vous me tiendrez au courant pour le chronomètre. Vous avez une petite idée. Écoutez, merci d'abord de votre accueil et de la façon très complète dont vous avez décrit à la fois ma candidature et les enjeux en Ile-de-France. Je me disais en vous écoutant, mais vous connaissez parfaitement les territoires et leur dynamique. Et vous êtes prêts pour être candidat. Je n'ai pas cette ambition. Il est peut-être un peu tard pour les régionales, mais on ne sait jamais. Il y a d'autres scrutins. Vous savez, on est dans un pays où il y a très souvent des scrutins. Plus sérieusement, ma candidature, c'est la candidature d'une citoyenne de la société civile, d'une citoyenne engagée. Vous avez eu la gentillesse de rappeler une partie de mon parcours. Effectivement, je dis souvent que je ne me considère pas comme une femme politique au sens où on l'entend en général. J'ai encore du mal à me considérer comme telle parce que, d'abord, encore aujourd'hui, je ne suis encartée dans aucun parti. Je n'ai jamais eu ma carte dans aucun parti politique. Et en revanche, j'ai toujours été, y compris quand j'étais journaliste, une citoyenne engagée. Alors pendant les 25 années où j'ai été journaliste, j'avais un devoir de neutralité qui faisait que je ne m'engageais que sur des sujets transversaux, les sujets d'égalité femmes-hommes, les sujets de lutte contre les discriminations par exemple. Et ensuite, quand j'ai pris la présidence de la Fondation Nicolas Hulot en 2017, donc j'ai quitté mon métier justement de journaliste. Pourquoi ? Non pas parce qu'on m'a demandé de le faire, mais parce que je considérais qu'à la tête de la Fondation Nicolas Hulot, je défendais des propositions politiques de transformation de la société et que donc ça n'était plus compatible avec l'exercice de mon métier de journaliste et je me mettais au service de l'intérêt général à travers cette fondation. Et c'est ce que je fais depuis 2017. Alors, entre-temps, la politique m'a attrapée au collet. Aujourd'hui, effectivement, je suis adjointe à la maire de Paris. Je conduis cette liste de rassemblement de partis de gauche écologistes et de citoyennes engagées, Île-de-France en commun, donc qui est soutenue par 6 partis de gauche, dont le Parti socialiste. C'est pour ça que souvent, par facilité, on me présente comme la candidate socialiste. Mais je suis soutenue, entre autres, par du Parti socialiste, mais je ne suis pas socialiste. Le Parti socialiste, Place publique, le PRG, le Parti des radicaux de gauche, les écolos solidaires, la GLRS et le MRC me soutiennent pour les partis politiques. Et puis des citoyens, des citoyennes engagés soutiennent également ma candidature, participent à ma candidature, sont présents sur ma liste. Et c'est la seule liste engagée pour ces régionales à l'échelle du pays qui soit conduite par une personnalité de la société civile soutenue par des partis politiques d'envergure nationale. Vous avez dit qu'effectivement je m'inscrivais résolument à gauche et je le revendique sans état d'âme. Je porte une alternative de gauche, humaniste, féministe, ouverte, généreuse à la politique menée aujourd'hui par Valérie Pécresse. C'est une gauche qui se veut ouverte, qui se veut évidemment écologiste, qui n'est pas repliée sur un précaré, mais qui s'affirme comme portant des valeurs de gauche, des valeurs d'égalité, des valeurs de solidarité et de justice sociale. J'ai pour habitude de dire que je fais une forme de synthèse avec cette candidature, avec la liste Île-de-France en commun, entre une candidature plus écologiste et une candidature plus sociale. C'est-à-dire que mon programme, en fait, est plus social que celui de Julien Bayou, mais il est plus écologiste que celui de Clémentine Autain. Je me retrouve évidemment beaucoup dans le programme de Clémentine Autain et de Julien Bayou, mais pour ce qui me concerne, j'ai l'ambition de faire de la transition écologique et solidaire le vecteur de la lutte contre les inégalités. Donc je ne sépare pas l'un de l'autre, mais je passe par l'une, la transition écologique, pour aller vers l'autre, la justice sociale, parce qu'aujourd'hui, y compris dans notre pays riche et développé, la France, le réchauffement climatique a des effets. Il a des effets au quotidien, il a des effets qui sont très prégnants et qui touchent avant tout les personnes les plus démunies, les familles modestes, les artisans, les TPE, qui sont les moins responsables du problème. Parce que dans notre pays, comme dans le reste du monde, et comme quand on compare les pays entre eux, moins on est haut dans l'échelle des revenus, moins on émet de gaz à effet de serre,
mais plus on subit les effets du réchauffement climatique. Et en fait, le réchauffement climatique aggrave les inégalités. Il rend plus précaires des personnes qui sont déjà précaires, y compris en France, y compris dans notre pays. Et donc pour moi, lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'abord lutter contre les inégalités. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas d'abord l'écologie puis la justice sociale ou l'inverse, c'est vraiment l'un et l'autre en même temps, c'est aller vers l'égalité, vers la justice sociale, vers le partage, vers la solidarité, en passant par la transition écologique et solidaire. Par exemple, et j'aurai le temps d'y revenir sur la question du logement, des transports, des mobilités, de l'accompagnement à la transition. C'est vraiment important de comprendre. C'est pour ça que je dis souvent que, et je vais en terminer parce que je sens que j'arrive au bout de mes 5 minutes. C'est pour ça que j'ai gardé quelques réflexes. C'est ce que je pensais. C'est pour ça que je récuse l'idée, l'expression écologie punitive. Parce que ce n'est pas l'écologie qui est punitive. Ce qui est punitif, c'est la non-écologie. Aujourd'hui, le fait de ne pas avoir encore assez engagé la transition écologique et solidaire rend vulnérables des personnes qui sont les moins responsables. Je prends souvent cet exemple. Vous savez, l'habitant de Grande Couronne qui doit faire tous les jours aller-retour 60 km pour aller travailler et qui pour ce faire utilise un vieux véhicule diesel, qui a une maison mal isolée, qu'il chauffe avec une chaudière au fioul. C'est pas lui qui émet le plus de gaz à effet de serre. C'est celui qui habite peut-être dans une maison mieux isolée, qui utilise un moyen de transport moins polluant, mais qui, par ses consommations, par ses voyages, par ses habitudes alimentaires, va avoir un impact écologique plus fort. Mais lequel des deux, à votre avis, peut le mieux se protéger des effets? C'est-à-dire, par exemple, la précarité énergétique, les canicules, la pollution de l'air, les perturbateurs endocriniens, c'est évidemment celui qui est le plus confortable et qui est le plus émetteur. Donc l'objectif pour moi, ce n'est pas de punir les classes populaires, ce n'est pas de punir les classes modestes. Au contraire, elles sont déjà punies en réalité. C'est de faire l'écologie avec elles, en les accompagnant, en accompagnant la transformation, en accompagnant par exemple quelqu'un qui veut changer de chaudière, changer de voiture, changer de mode de transport, pour faire en sorte que ces personnes qui sont les plus vulnérables aujourd'hui puissent être protégées par la puissance publique, par l'investissement, par la solidarité, plus que finalement celui ou celle, et j'en fais partie, qui a les moyens lui-même de se protéger. Merci Audrey Poulvert pour ces premiers propos. J'ai dû faire 5,30. On va commencer tout de suite par détailler votre programme. On va commencer par l'attractivité économique du territoire de cette région Île-de-France et des transports. L'attractivité économique du territoire, c'est un sujet très important pour cette région Île-de-France. 6 millions d'emplois, 80% dans le tertiaire. Qu'est-ce que vous préconisez, alors qu'on espère sortir de cette phase Covid, qu'est-ce que vous préconisez pour soutenir et relancer l'économie parisienne? Alors, francilienne, si vous permettez. Bien sûr. Ça va, si c'est vous qui faites l'erreur, ça va. Si c'est moi, c'est un peu plus compliqué. De la région, bien il y a plusieurs niveaux et il y a plusieurs sujets. Je vais commencer par celui qui occupe le plus nos pensées et qui nous intéresse le plus, c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et c'est tout ce qui concerne la relocalisation, le produire proche, le consommer proche, le fabriquer proche, le transformer proche. Pour cela, nous voulons absolument que l'économie sociale et solidaire devienne un acteur majeur de l'économie francilienne. Alors, nous allons créer une vice-présidence dédiée à l'économie sociale et solidaire, dédiée et dotée de budgets importants. Nous voulons non seulement soutenir financièrement le développement de ce secteur, mais aussi l'accompagner, par exemple, par la formation des cadres, par le coportage de projets, par la mobilisation de fonds européens. Et puis, nous allons créer un outil qui ne sera pas dédié qu'à l'économie sociale et solidaire, mais en grande partie, qui est la Banque publique d'investissement régionale, dévolue à la conversion écologique et à l'emploi local. Alors justement, c'est une banque publique régionale pour l'emploi local et la conversion écologique. Quelle différence avec la BPI? Est-ce que c'est une BPI régionale? Alors, la déclinaison régionale de la BPI existe déjà, sauf qu'elle, d'abord, elle est beaucoup moins financée parce que nous voulons mettre 1 milliard d'euros sur la table au cours de la mandature, qui serait à moitié financée par la région et à moitié
par des grandes entreprises privées, des donateurs privés qui seraient engagés dans cette transition écologique et solidaire du territoire. Donc déjà, le niveau d'investissement est beaucoup plus important, on passe de 1 à 100, beaucoup plus important que ce que prévoit aujourd'hui la déclinaison régionale de la BPI. Et puis ce qui existe aujourd'hui, pour louable que ce dispositif soit, n'est pas spécialement orienté justement vers la conversion écologique et vers l'emploi local. Nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir vraiment soutenir non seulement le tissu de l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, parce que nous pensons que c'est, et d'ailleurs c'est le secteur qui a été entre guillemets le plus résilient dans cette crise, parce qu'il est basé sur l'humain, sur la proximité, sur l'échange, sur la sobriété. Et c'est un secteur qui est inclusif, qui crée de l'emploi local, qui crée de l'emploi inclusif. Donc nous voulons vraiment soutenir l'économie sociale et solidaire, et puis nous voulons soutenir tout ce qui est le tissu des TPE, des artisans, des petites PME qui ont besoin, alors soit parce qu'elles ont des situations financières ponctuelles difficiles et ont besoin d'un soutien financier, soit parce qu'elles ont besoin de créer un écosystème, et pour cela nous voulons créer une monnaie locale qu'elles pourront utiliser entre elles. Une monnaie locale Oui, c'est une monnaie locale que les entreprises locales pourront utiliser entre elles pour acheter et se vendre des marchandises. Quelle est l'utilité d'une monnaie locale ? Le bénéfice, c'est de s'assurer qu'elles vont faire appel les unes aux autres, en fait. Donc c'est un circuit fermé d'entreprise. C'est un circuit fermé, mais ça ne veut pas dire que ça leur interdit le reste. Ouais. Mais c'est une façon de favoriser les circuits locaux d'activité économique, de production de richesses et de création d'emplois. Et puis, nous voulons pouvoir, par exemple, pour des entreprises stratégiques franciliennes qui seraient l'objet d'attaques de capitaux étrangers, pouvoir entrer au capital ponctuellement de ces entreprises pour les protéger de ces attaques. Donc, une forme de régionalisation ponctuelle. Cette banque publique d'investissement, elle sera appuyée sur de l'épargne populaire, sur un livret A des franciliens qui sera orienté vers l'épargne solidaire et écologiquement responsable. Et c'est pour nous, c'est à notre sens, une façon non seulement de soutenir l'artisanat, le petit commerce, les TPE, les PME, mais aussi d'accompagner la conversion écologique du territoire et l'implantation de commerces de proximité. Vous savez que dans la région Île-de-France, il y a de très grands groupes, des très grandes entreprises. Absolument. Est-ce que vous avez chiffré en termes d'emploi? On comprend tout à fait votre idée d'économie sociale et solidaire, c'est une idée tout à fait louable, mais est-ce qu'en termes d'emploi, c'est un fournisseur important d'emploi, alors qu'on a quand même ces grands groupes qui sont loin de faire pour l'instant du social? Mais alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. D'abord, ces grands groupes, justement, ils ont engagé eux-mêmes, mais ils ont plus de moyens que l'artisan ou la TPE pour engager cette conversion écologique. Aujourd'hui, il y a pour un grand groupe et pour un dirigeant de grand groupe qui est responsable, qui est visionnaire, une nécessité de se convertir et de se poser la question de la réduction de son empreinte sur l'environnement. Ça va être difficile pour Facebook, Amazon ou Apple, mais c'est plus simple pour un groupe comme Orange. Dieu sait si c'est un grand groupe, évidemment, se pose des questions sur ce sujet-là. D'abord, il y a la loi Pacte, il y a les questions de RSE, il y a toute une série de dispositifs et de réglementations à la fois nationaux et européens qui obligent aujourd'hui un grand groupe à se poser la question de la réduction de son impact. Il y a aussi l'image qu'il donne à ses collaboratrices et à ses collaborateurs. Moi, je rencontre régulièrement des grands patrons voilà, des grandes patronnes, mais c'est souvent des grands patrons de grands groupes. Je leur dis, mais en fait, rendez-vous compte de ce que c'est comme énergie positive pour vos collaborateurs et vos collaboratrices de se lever en se disant, je travaille pour un grand groupe, je vais travailler aujourd'hui, mais à faire mieux. Alors, peut-être pas à faire le bien, mais à faire mieux que ce que je faisais avant. Il y a cette réflexion aussi, donc, pour dynamiser leurs équipes. Et puis, il y a le regard
de leurs prospects, il y a le regard de leurs clients, il y a le regard de la population qui aujourd'hui est très exigeante. Un grand groupe qui voudrait avoir un peu de prospective et qui donc va s'intéresser à un public, à des clients et des clientes plus jeunes pour avoir une clientèle qui progresse dans le temps, est obligé de se poser ces questions-là. Mais souvent, les grands groupes, justement, ont les moyens. Ont les moyens de faire des études, les moyens d'avoir des cabinets de conseil sur ces sujets. Alors que pour les petites entreprises, qui sont tout aussi volontaires, c'est plus compliqué. Et c'est là que nous intervenons. Il ne s'agit pas pour moi de chasser les grands groupes, etc. J'ai une petite idée pour eux, mais je vais vous en parler. Mais il ne s'agit pas de les chasser. En revanche, il est important pour nous, et c'est une demande très forte des Franciliennes et des Franciliens, il est important pour nous de soutenir tout le tissu, encore une fois, des artisans, des TPE, des PME et de l'économie sociale et solidaire et circulaire qui crée de l'emploi local et qui crée de l'activité et de l'attractivité des territoires. Alors, cette banque publique régionale, donc financée par un livret A régional auquel les Franciliens seraient invités à cofinancer cette banque pour ensuite faire tourner l'économie. L'économie, c'est aussi les transports. Pas de bonne économie sans bon réseau de transport. On en arrive à votre mesure phare qui fait beaucoup parler, la gratuité totale des transports en région Île-de-France. Tout d'abord, est-ce que c'est possible? Comment est-ce que vous financez ce coût qui est énorme? Vous dites entre 2,5 et 3,5 milliards d'euros. Comment est-ce que vous faites? Alors d'abord, oui, c'est possible. Nous pensons que c'est possible en tout cas. Nous en sommes persuadés, sinon je ne défendrai pas cette mesure envers et contre tout et envers et contre tous depuis des mois. Nous voulons mettre en place la gratuité des transports progressivement. Commencer au 1er septembre 2021 par la gratuité des transports pour les moins de 18 ans sur l'ensemble de l'Île-de-France et pas seulement à Paris comme c'est le cas aujourd'hui, et pour les 18-25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi ou jeunes en parcours d'insertion. C'est à peu près déjà 1 500 000 personnes au minimum qui seront concernées. Le coût de cette mesure en l'état actuel de la fréquentation d'Île-de-France Mobilité est estimé à environ 109 millions à 117 millions ou plus pour cette fin d'année 2021. Très sincèrement, c'est largement finançable par Île-de-France Mobilité et par la région Île-de-France. Pour toute la population. Et ensuite, voilà, et c'est là qu'on arrive aux chiffres que vous citez. Ensuite, l'année prochaine, nous voulons que cette gratuité concerne les personnes en situation de handicap et les personnes âgées sous conditions de ressources. La troisième année, les demandeurs d'emploi sans conditions de ressources. Et au fur et à mesure, comme ça, arriver à l'ensemble des populations, sauf les touristes, l'ensemble de la population francilienne et francilienne. Comment on le finance ? Comment on finance ces 2,5 milliards à 3,5 milliards d'euros? Je vais vous répondre, mais d'abord, je voulais juste préciser une chose. C'est que la billetterie, les passes Navigo, les tickets à l'unité que l'on prend et qui donc représentent ces 2,5 milliards d'euros aujourd'hui, 3,5 milliards au moment où les stations du Grand Paris seront mises en œuvre, financent du fonctionnement. L'investissement, c'est autre chose. Il est garanti par le budget et nous n'y touchons pas et au contraire, nous allons l'augmenter. Donc on peut déjà se poser la question de la gratuité sans toucher à l'investissement, sans remettre en cause les programmes qui sont en cours et même initier d'autres programmes. Ensuite, il y a la question des coûts évités. Alors non, je n'imagine pas, et d'ailleurs ce ne serait absolument pas tenable, que l'ensemble du trafic automobile se reportera sur les transports en commun. Mais une petite partie, ce serait déjà pas mal. Et puis il y a d'autres moyens de diminuer le trafic automobile. Mais aujourd'hui, l'Institut Paris Région estime que le coût du véhicule individuel en Île-de-France est environ de 16 milliards d'euros par an pour la collectivité, 2 milliards pour l'accidentologie, 4 milliards pour les effets sur la biodiversité, 10 milliards pour les encombrements, les heures de travail perdues, les livraisons qui n'arrivent pas. Et à ces 16 milliards, il faut encore ajouter une partie qui est un peu nébuleuse et qui n'est pas comptée, qui n'est pas comptabilisée, c'est celle de l'impact sur la santé publique en matière de troubles du sommeil, d'accidents cardiovasculaires, de stress pour les personnes qui sont dans les embouteillages quotidiennement et qui font du déplacement contraint par véhicule. Donc déjà, éviter une partie de ces coûts sera un gain pour la collectivité. Ensuite, nous voulons lancer, dès mon élection, des assises de la fiscalité régionale
pour que, au niveau régional, nous puissions décider d'une fiscalité écologique. La loi sur le climat récemment votée nous le permet et nous ne sommes pas la seule région qui réclame cette fiscalité écologique régionale. L'Alsace, par exemple, le réclame et en Occitanie, on se pose aussi la question. Alors, pour l'instant, les pistes sur lesquelles nous travaillons, c'est une contribution des transports routiers de marchandises les plus polluants, une contribution du commerce en ligne, des grandes plateformes de commerce en ligne qui ne paient pas leurs impôts en France. Et nous voulons aussi rétablir une partie de l'ISF, parce que vous savez, c'est là qu'on se rend compte que je suis vraiment de gauche, vous savez, la suppression de l'ISF, c'était 3 milliards de recettes en moins, de recettes fiscales en moins pour les finances de l'État par an, dont 1,5 milliard rien que pour l'Île-de-France. Donc, il s'agit d'aller chercher dans ces possibilités-là de nouvelles ressources. Et je terminerai en vous disant que la région Île-de-France, c'est entre 669 et 670 milliards d'euros de richesses créées, de valeur ajoutée par an. C'est 31% du PIB national. Une région qui produit 670 milliards d'euros de valeur ajoutée par an peut-être se poser la question de 2,5 milliards à trouver pour créer du service public. Alors c'est étonnant dans cette mesure, tous les hommes politiques et les femmes politiques en ce moment la commentent. Absolument. Y compris au-delà de l'Île-de-France. Alors des fois vous êtes plus écologiste et plus social que Julien Bayou et Clémentine Autain. Parce que Julien Bayou dit c'est une fausse bonne idée, c'est lui l'écologiste. Écoutez, je regrette Clémentine Autain, encore plus social que vous, plus à gauche que vous, sur l'échiquier politique, dit moi la gratuité je la propose que pour les jeunes et les ménages modestes, c'est pas la peine de proposer à des gens qui sont aisés. Pourquoi proposer cette gratuité à des CSP+, qui vont prendre leur passe Navigo à la Défense? Alors déjà, parce que beaucoup de ces CSP+, n'utilisent pas les transports et que donc les faire sortir de leur voiture pour aller utiliser les transports, ce sera meilleur pour tout le monde. Et s'ils continuent d'utiliser leur voiture, ça n'aura pas plus de poids économique sur les finances d'Île-de-France Mobilité. Est-ce qu'on a les moyens d'augmenter encore plus la fréquentation dans les transports en commun? La gratuité va mettre encore plus de monde dans les C'est pour ça qu'il faut absolument voir cette mesure comme la pièce d'un puzzle. Les transports en commun ne se résument pas au réseau ferré ou au RER B, RER A, RER D et aux lignes de Transilien. Et la mobilité, ce n'est pas qu'une question de transport. Et ce n'est pas qu'une question de réseau ferré. D'abord, nous voulons, en même temps que nous faisons la gratuité progressivement, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'intermodalité, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment coordonner les déplacements en bus, en tramway, en navette, les infrastructures vélo avec tout le réseau ferré, c'est-à-dire augmenter les infrastructures vélo sur l'ensemble de la région. Vous savez, aujourd'hui, je cite encore l'Institut Paris Région parce qu'au moins on ne peut pas le soupçonner d'être partisan. Il y a autant de trajets domicile-travail à vélo dans Paris intramuros qu'en petite et en grande couronne. Donc l'image selon laquelle le vélo, ce serait vraiment un truc de bobo parisien entre le 10e et le 11e arrondissement, ce n'est qu'une image. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, et je le constate sur les territoires dans tous mes déplacements quotidiens, il y a une vraie demande de la part des populations pour ce type de mobilité. Donc il nous faut évidemment augmenter les infrastructures vélo, les coordonner avec les infrastructures existantes déjà, notamment de rails, etc., améliorer les dessertes, et nous allons faire des conférences de dessertes départementales pour améliorer la connexion, par exemple, ça c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé en gare, entre les horaires des bus et les horaires des RER ou des trains. Et puis, il y a des usages évidemment de la voiture qui vont demeurer. Donc pour cela, nous allons plutôt inciter, soutenir, privilégier le covoiturage et l'autopartage. Il faut faire des gares et des nouvelles gares du Grand Paris des lieux de vie, des lieux de convivialité, des lieux où on a plus de parking relais, plus de parking relais aux entrées des villes également, où on peut déposer son vélo en toute sécurité. Vous savez, aux Pays-Bas, un cycliste sur 3 utilise son vélo, puis prend le train. Et deux passagers sur 3 d'un train sont arrivés à vélo, jusqu'au train. Il faut qu'on puisse développer ce type d'intermodalité parce que c'est une demande forte des franciliens. Et concernant la surfréquentation,
un moyen excellentissime de désengorger les transports, c'est le télétravail. Alors le télétravail, soit chez soi, soit dans des espaces de coworking, par exemple près des gares justement. Une cadre de Transilien me faisait remarquer qu'avant la crise Covid, et je ne vous apprendrai rien, la plupart des employeurs et singulièrement des grandes entreprises d'Île-de-France étaient plutôt opposés au télétravail et qu'aujourd'hui, un an et demi après le début de la crise, une grande majorité des employeurs franciliens, y compris les adhérents du MEDEF Île-de-France, sont pour 1 à 2 journées de télétravail par semaine. À charge pour nous, aux côtés des entreprises, de faire en sorte que les salariés franciliennes et franciliens aient les équipements, soit chez eux, soit en espace de coworking pour ça. Donc déjà, passer au télétravail 1 à 2 jours par semaine, pas plus, pour des franciliens et des franciliennes qui peuvent le faire, ça désengorgerait les transports. Une autre mesure de désengorgement des transports, c'est le fait de négocier avec les entreprises, avec les universités, avec les administrations, des horaires décalés d'arrivée et de départ des entreprises. Et puis, comme je vous le disais, faire en sorte de mutualiser les moyens de transport pour qu'ils soient vraiment interconnectés et qu'il soit beaucoup plus facile d'utiliser plusieurs moyens de transport, qu'ils soient beaucoup plus sécurisés pour ceux qui utilisent la marche à pied. C'est encore 40% des déplacements au quotidien en Île-de-France, de se déplacer à pied, d'utiliser l'espace public. Cela permet de désengorger les transports, mais il faut voir tout cela en même temps. Et pas juste la mesure de il y a un l'article projet global qui parle beaucoup des gares et de l'intermodalité, c'est Grand Paris Express. Est-ce que le modèle suivi est le bon? Est-ce que vous voulez y toucher ou est-ce qu'on reste comme ça? C'est sur de bons rails. On est en train de faire des trous dans les tunnels en ce moment. Déjà, allons-y, faisons ces gares, déjà. Il y a pas mal qui sont en construction. Hein. Oui, mais on aimerait qu'elles soient enfin sorties de terre. Alors moi, je suis une fan du transport en commun. Et je suis une fan du rail. Donc des gares et des lieux de vie autour des gares, je dis oui, évidemment. Pourquoi? Parce que ça crée de l'activité, ça crée de l'habitat. 1 200 000 personnes sont en situation de mal logement. Je pense qu'on va parler de logement tout à l'heure. En situation de mal logement en Île-de-France, il y a 750 000 demandes de logement social non satisfaites. Donc des gares avec de l'habitat en bâti durable. Avec du bureau, même si très sincèrement, il y a des millions de mètres carrés de bureaux inutilisés en Île-de-France, donc je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de plus de bureaux. En revanche, on a besoin de plus de tiers-lieux, on a besoin de plus de lieux de coworking, on a besoin de plus de ressourceries, plus de recycleries. Et si tout ça peut s'installer autour des gares du Grand Paris, je suis d'accord, ça empêche l'étalement urbain. Ça rapproche le domicile du travail, ça rapproche le domicile du lieu de transport et ça permet la préservation de l'environnement, la préservation de la biodiversité et la moindre artificialisation du territoire. On va parler d'un autre sujet maintenant avec Marc Cagnard, puisque les notaires ont mené un intense débat en interne à la Chambre des notaires du Paris et du Grand Paris. Une question sur la gouvernance. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, effectivement, comme le disait Gilad à l'instant, à la Chambre de Paris, on a engagé un vaste débat ou une réflexion avec les membres de Chambre sur la question de l'animation d'une compagnie qui a connu des bouleversements importants en l'espace de 6 ans, depuis la loi croissance. On est passé de 260 études à quasiment 500 et de 900 notaires à quasiment 2000. Donc effectivement, ça entraîne des bouleversements dans la façon dont on travaille. Viennent se rajouter des changements législatifs, des changements de travail, de méthode de travail suite à la crise, le télétravail, tout ce que vous venez d'évoquer d'ailleurs. Et donc on a engagé cette réflexion. Si on transpose ça au niveau du millefeuille administratif qu'on connaît en Île-de-France, la région, les départements, les communes, les communautés d'agglomération, la Société du Grand Paris, vu du citoyen de base, si on peut dire, on a l'impression quand même d'une grande confusion, de conflits de compétences, de perte de temps, de recherche du bon interlocuteur, du bon décisionnaire. Est-ce que sur ce niveau-là, vous avez des propositions tendant à changer peut-être d'échelle pour certaines strates administratives, ou est-ce que vous pensez qu'il faut laisser les choses en l'état? Le chantier des gares du Grand Paris est justement la preuve des difficultés de cohérence entre les différentes strates. Donc de toute façon,
j'ai envie de vous dire, si je vous promets la simplification administrative, vous n'allez pas me croire, parce que ça fait tellement longtemps qu'on la promet à tous les niveaux. Bon, j'ai été journaliste pendant 25 ans. Combien de fois j'ai traité ce sujet et les promesses faites par les uns et les autres de simplification administrative? Et comme en plus tout à l'heure, je vais vous parler de l'Assemblée citoyenne du long terme, de ce que nous voulons mettre en œuvre comme Conseil des territoires sur la culture, sur les associations, sur les luttes contre les discriminations, etc. Vous allez me dire, mais en fait, vous rajoutez des feuilles au millefeuille. Je crois sincèrement qu'il faut engager une grande réflexion, effectivement, de coordination. Moi, j'aimerais que la région Île-de-France soit beaucoup plus coordinatrice des actions des différentes strates, justement. Je prends l'exemple d'une mesure que nous avons prévue pour aider la jeunesse. Nous aimerions beaucoup que le gouvernement engage un dispositif de RSA pour les 18-25 ans. Donc nous soutenons cette demande, nous poussons cette demande. En revanche, je ne m'engage pas, parce que je sais que nous n'aurons pas les moyens d'y faire face, et puis il n'y a pas de raison que la région supplée l'État en la matière, je ne m'engage pas à ce que la région crée un revenu, un RSA jeune de 18-25 ans. Mais nous voudrions que les jeunes franciliennes et franciliens sachent à quelles aides ils ont droit et qu'ils y aient recours, parce qu'il y a beaucoup de non-recours aux aides. Et donc nous nous proposons de donner à la région un rôle de coordination entre les aides qui sont ponctuelles au niveau des collectivités, des municipalités, mais aussi les aides départementales, les aides régionales et les aides étatiques, pour que chaque jeune francilienne ou chaque jeune francilien ait en main, dans son téléphone, un pass jeune francilienne, jeune francilien, qui calcule de lui-même les aides auxquelles il ou elle a droit. Alors, ça sera 50 € pour l'un, ça sera 500 € pour l'autre, puisque ces aides sont souvent conditionnées, et ainsi que l'aide arrive jusqu'au jeune plutôt qu'il ait à recourir à cette aide, ce qui permettrait de sortir de la précarité des jeunes qui n'ont pas recours à des aides auxquelles ils ont droit. Typiquement, ce genre d'action, aujourd'hui, est quasiment impossible, mais nous allons quand même essayer de la mettre en œuvre, parce que justement, il y a tellement d'échelons. Hier ou avant-hier, c'est avant-hier, j'étais à Montreuil dans les locaux de l'association Aurore qui soutient un dispositif qui s'appelle les plombiers numériques et qui donc est un dispositif d'insertion de jeunes très éloignés de l'emploi, y compris des jeunes d'ailleurs mineurs non accompagnés, donc auxquels on apprend la langue et puis on donne les codes de notre société et qui apprennent un métier. Et qui me disait, mais comme m'ont dit des tas d'associations, mais nous on est épuisés parce qu'un même dossier, il faut le soumettre à 4 ou 5 instances, il faut faire du reporting à 4 ou 5 instances, et puis les choses sont décalées, les aides arrivent en décalé, etc. Donc comment on fait? Et donc pour les acteurs associatifs, comme d'ailleurs pour les petites entreprises, pour les TPE, les artisans, et les corps de métier comme le vôtre, nous prévoyons une simplification de l'accès aux aides avec des kiosques, et ça fait partie aussi du dispositif qu'on prévoit pour l'ESS, avec des kiosques départementaux et des numéros uniques à la région, pour que vous puissiez avoir accès de façon beaucoup plus simplifiée, et peut-être les personnes que vous représentez également, accès de façon beaucoup plus simple aux procédures administratives, aux aides qui sont possibles, aux dispositifs de soutien. Mais je parlais tout à l'heure, et ça m'en donne l'occasion parce que je ne sais pas si j'y penserai après, je disais tout à l'heure, j'ai quand même des idées concernant les grandes entreprises. Évidemment, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de chasser les grandes entreprises, mais nous voudrions beaucoup plus conditionner les aides aux entreprises. Clémentine veut les supprimer, c'est ce qu'elle nous a dit ici, supprimer les subventions aux entreprises. Déjà les supprimer non, même si je préfère aider le secteur de l'ESS, les TPE, les artisans, que de grandes entreprises qui peuvent avoir recours à d'autres types d'aides. Mais en tout cas pour les grandes entreprises qui sont présentes sur le territoire et qui ont besoin d'aide de la région, ces aides seront conditionnées à des critères sociaux et des critères environnementaux. Ce que j'appelle des critères sociaux, c'est évidemment l'égalité
l'égalité femmes-hommes, c'est l'inclusivité des personnes en situation de handicap, c'est des critères de lutte contre les LGBTQIA-phobies, et puis c'est aussi la formation professionnelle, le dialogue social dans l'entreprise et le maintien de l'emploi dans la région. Et nous voulons aussi imposer des critères environnementaux avec des efforts faits pour réduire leur empreinte carbone. Alors on va passer à la deuxième partie de ce débat sur le logement. Juste avant, on a une question en direct sur notre chat. On parlait des voitures et des transports. Êtes-vous favorable à l'interdiction des véhicules diesel au sein de la métropole régionale? C'est une question de Xavier. Oui, absolument. Et peut-être aussi, je n'ai pas été assez complète sur la réponse à votre question. Je pense que la logique voudrait que le territoire de la métropole soit calqué sur celui de la région. Et que pour que les choses soient plus efficaces, plus cohérentes, que les politiques menées soient plus efficaces, plus cohérentes, que le territoire de cette métropole soit aussi celui de la région. Les diesels, donc sur toute la région Île-de-France. Sur les diesels, oui. Oui, il faut un calendrier. Alors, pour ce qui concerne le département de Paris, la date fixée est 2024. Ouais. Pour ce qui concerne la région, il faut qu'on soit en avance sur la loi, c'est-à-dire en avance sur 2030. Ça fait partie, je parlais tout à l'heure de la gratuité des transports, de tout ce que nous voulons mettre en œuvre et de l'accompagnement des populations les plus exposées. Accompagner celles et ceux qui sont contraints d'utiliser la voiture et pour lesquels il n'y aura pas à horizon rapide de solution autre que celle-là. Il faut les accompagner dans le changement vers un véhicule non pas propre, parce que ça n'existe pas, mais moins polluant. Vous avez un horizon évidemment. Après et donc 2024. Non, j'ai pas chiffré cet horizon, mais sur le cap politique, en tout cas oui, sur la mandature, il nous faut impérativement engager la baisse de la part modale du véhicule individuel dans les déplacements, dans les mobilités en général, réorienter ce qui ne pourra pas disparaître comme usage du véhicule individuel vers l'autopartage, le covoiturage et si possible de véhicules moins polluants. Et oui, il nous faut sortir du diesel à l'échelle de l'Île-de-France. Le plus rapidement possible. Je ne sais pas si on sera en mesure de le faire à l'échelle d'un mandat, mais en tout cas le plus rapidement possible, parce que le diesel est un problème de santé publique majeur, et vraiment majeur. Je suis au regret de faire de la peine à ceux qui produisent des véhicules diesel, mais le diesel propre, ça n'existe pas. Les nouveaux moteurs diesel sont extrêmement polluants, et même sur certains points plus dangereux que les anciens, parce qu'avec les particules ultra fines, non plus les particules fines, mais les particules ultra fines qu'ils diffusent dans l'atmosphère et d'autres types de pollution, eh bien finalement le résultat est encore pire qu'avec les anciens véhicules diesel. Allez, on va parler maintenant du logement, c'est la deuxième partie de ce débat. Logement, cadre de vie, écologie aussi, bien entendu, tout est lié. On parle encore de notre quotidien, finalement. Sur le logement, vous avez cette mesure que vous proposez, l'encadrement des loyers. Quelques précisions au niveau régional. Voilà. Oui. Est-ce que c'est toutes les communes au niveau régional en Île-de-France qui devraient avoir leur loyer encadré, selon vous? Absolument. C'est une mesure qui marche. C'est une mesure qui Est-ce que ça marche tant que ça? Si, non. Est-ce qu'on a besoin tant que ça de freiner les loyers dans certaines communes qui... Si, je vous assure, les communes où les loyers augmentent peu seront peu concernées. Ça concerne essentiellement les villes et les lieux où il y a une forte tension. C'est sûr que dans les zones les moins denses de Seine-et-Marne, le problème ne se posera pas. Mais dans les zones denses, évidemment, je pense à Paris, mais de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et d'une partie de l'Essonne et du Val d'Oise, par exemple, l'encadrement des loyers, c'est une mesure qui fonctionne. Il y a quand même la moitié des annonces qui ne respectent pas cet encadrement des loyers et il y a peu de contrôle finalement. Comment est-ce que vous voulez mettre en application vraiment cette mesure? Il va falloir que les départements et les communautés d'agglomération nous y aident, mais je crois que tout le monde a bien compris que nous y avons tous intérêt. Enfin, je le disais tout à l'heure, 1 200 000 personnes qui sont mal logées en Île-de-France, 750 000 demandes de logement social,
il y a des personnes qui ne sont pas éligibles au logement social, mais qui pour autant ne sont pas formidablement logées. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure dans votre présentation, c'est quand même très difficile dans beaucoup de zones d'Île-de-France de se loger correctement sans y passer la moitié ou les 2 tiers de son salaire. Et l'encadrement des loyers, c'est une mesure qui fonctionne mais qui ne suffit pas. Alors sur le logement, ça, effectivement, cet encadrement régional, c'est une de nos mesures. Hein. Les principales mesures que nous portons, c'est d'abord la rénovation, relancer la rénovation énergétique de l'existant. Il y a MaPrimeRénov' quand même qui fonctionne assez bien. Oui, mais il faut aller continuer, il faut aller plus loin et il faut absolument relancer. Et en plus, évidemment, ça crée de l'emploi, de l'emploi local. Relancer la rénovation énergétique du bâtiment de l'existant pour ce qui concerne le logement social et le logement intermédiaire dépendant de la région de façon massive. La réhabilitation, évidemment. Rééquilibrer également le logement social et sa répartition dans les territoires, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire on arrête d'aider les communes qui ont plus de 30% de logements sociaux, encore faut-il c'est ce que dit Valérie Pécresse pour justifier la baisse des subventions pour le logement social. Encore faut-il faire une pression plus ou moins forte, pour ce qui me concerne sera plutôt forte, sur les communes qui sont très loin de la loi SRU, et il en reste, il en demeure. Sur le logement et la densification, il y a des zones qui sont déjà extrêmement denses, où on nous dit oh là là, mais allez encore nous construire des logements. Alors, nous n'avons pas la passion de la construction. Nous disons que là où il faudra, quand il faudra construire et là où il faudra construire, nous ne nous interdisons pas de construire du logement social, contrairement à d'autres candidats à ces élections. Là où il faudra construire, quand il faudra construire, nous construirons du logement social. Parce que, encore une fois, aller expliquer à quelqu'un qui attend parfois depuis 8, 10 ou 12 ans un logement social que vous allez cesser d'en construire, c'est assez inexplicable. Mais avant d'en arriver là, il y a donc tout ce qui concerne la rénovation et la réhabilitation de l'existant. Il y a aussi pour nous à étudier le changement de destination de centaines de milliers de mètres carrés de bureaux inutilisés. Une négociation, une discussion à entreprendre avec un certain nombre de bailleurs privés sur le changement de destination de ces espaces, et aussi de l'espace de bureau que nous pouvons réutiliser en tant que puissance publique. Il y a également des zones d'activité en décrépitude, en déréliction, ou des zones industrielles dont nous pouvons changer la destination. Alors pas pour en faire du logement, mais par exemple pour en faire de l'hébergement de tiers-lieux, de l'écosystème, pour des spécialistes de la logistique durable, de la transformation de l'alimentation durable, de l'agriculture durable. Et puis, il y a la question encore une fois, de la création de logements sociaux, là où il faut en créer, évidemment en bâti durable. Nous voulons relancer le budget du logement social, qu'il revienne à 100 millions d'euros par an, créer du logement étudiant, donc du petit logement étudiant, 4000 logements par an, et surtout 2 mesures qui sont pour moi absolument indispensables. C'est le soutien des copropriétés dégradées. Dans beaucoup trop d'endroits d'Île-de-France, des copropriétés se dégradent et les copropriétaires en question sont des gens qui sont déjà dans de grandes difficultés, qui voient s'effondrer la valeur d'un petit bien, et ceux qui peuvent payer les charges, finalement subissent l'incurie de leurs voisins. Donc le soutien aux copropriétés dégradées, et puis le soutien, la lutte contre l'habitat insalubre. On va retrouver Marc Cagnères aussi qui a des propositions. Juste avant, il y a ce chiffre de 70 000 à 80 000 de construction de logements nouveaux par an. C'est la loi du Grand Paris qui dit ça. Vous voulez garder ce chiffre, ou vous estimez que c'est trop construit? Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse le remettre à plat et voir comment. Pour ne pas le garder forcément. Voir comment. Alors, encore une fois, je ne m'interdis absolument pas de créer du logement social et de bâtir du nouveau logement. C'est quelque chose qui fait partie de nos mesures. Mais interrogeons-nous aussi sur l'existant, réhabilitation, rénovation et changement de destination de mètres carrés de bureaux vides, pour voir si après ce rythme de création de nouveaux logements reste indispensable. Alors on trouve Marc Cagnères pour les propositions des notaires. Oui, c'est à nouveau moi. Donc, à la Chambre de Paris, ça fait maintenant 1 an qu'on a lancé une réflexion, une autre encore, mais cette fois-ci c'est un groupe de travail sur l'accès au logement. Oui. Et
après un an de travaux, on a regardé toutes les propositions qui déjà circulaient ou avaient circulé par le passé. On a également interrogé bon nombre d'acteurs de la chaîne immobilière. Et puis, on a interrogé aussi nos confrères parce qu'on se rend compte que les notaires sont des observateurs privilégiés de la chaîne immobilière puisqu'on rencontre les collectivités, les aménageurs, les promoteurs, les acquéreurs, les vendeurs. Enfin voilà, donc on prétend avoir une vue, en tout cas un retour du terrain très, très précis. Donc là, j'ai dédoublé ma question pour vous demander déjà en premier lieu, en ce qui concerne, tout à l'heure vous avez parlé des millions de mètres carrés qui sont vides et qu'il faudrait peut-être songer à utiliser différemment. Et là, en l'occurrence, ça fait partie d'une des propositions que ce groupe de travail a formulées, on vous les fera passer bien évidemment. Avec plaisir. Et donc l'une de ces propositions, c'est de réformer ces problèmes de changement d'usage et de destination qui sont un frein et de voir si on ne peut pas s'orienter vers quelque chose de plus souple et notamment d'envisager la réversibilité des immeubles, c'est-à-dire de pouvoir finalement affecter l'immeuble mais sans se bloquer définitivement dans une destination et pouvoir revenir à une autre quand le quartier, les transports changent et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première proposition. Et puis la deuxième chose, dans vos propos, on sent qu'il y a vraiment une volonté d'intervention très forte de la puissance publique. Absolument. Mais dans toutes les propositions que l'on va faire, on sent bien qu'il faut agir sur de multiples leviers pour essayer de trouver une solution à ce problème d'accès au logement en Île-de-France. Et le fait d'encadrer les loyers, est-ce que ce n'est pas une façon de décourager l'initiative privée, ou en tout cas le secteur privé qui peut intervenir et notamment financer la rénovation énergétique dont on parle. Donc tout ça est un peu lié. Et est-ce que vous ne craignez pas qu'en encadrant les loyers, vous dissuadez en fait tous les petits propriétaires qui participent de cet effort collectif pour favoriser un accès plus aisé au logement en Île-de-France ? Alors, sur votre première proposition, sur la question de la réversibilité, l'assouplissement des critères et des processus, oui, 1000 fois oui, vraiment. Après, je crois sincèrement, je pense à un quartier comme la Défense, dans lequel beaucoup de riverains, des riverains de Courbevoie et des riverains qui habitent vraiment à la Défense et qui voient leur habitat se dégrader ou la destination de leur immeuble changer et qui voient de nouvelles tours de bureaux s'élever. La Défense, par exemple, je pense que si on arrivait à récupérer quelques milliers de mètres carrés de bureaux inutilisés, parce que Dieu sait qu'il y en a, pour les convertir et changer leur destination et en faire des lieux d'habitation ou d'hébergement de tiers-lieux ou des incubateurs de la transition écologique et solidaire, à mon avis, ça va être difficile de retourner en arrière parce que, par exemple, sur ce territoire de la Défense, il y a un vrai déséquilibre. Au départ, ce quartier, il était censé être... allez, on va dire un petit peu plus d'une moitié en bureau et un gros 45%, voire plus, d'habitation. Et on sait très bien que aujourd'hui, c'est 85% de bureaux et à peine 15% d'habitation. Et encore, je suis large. Donc oui, 1000 fois oui, la Défense est un exemple, c'est celui qui est le plus emblématique, mais sur l'ensemble du territoire, on connaît des lieux qui pourraient être, dont la destination pourrait être changée, et pourquoi pas se dire faisons ça de façon souple, donc éventuellement revenir vers d'autres usages si nécessaire. Moi je ne suis pas du tout opposée à ça. Sur votre deuxième question, ça prouve la nécessité de coordination dont on parlait tout à l'heure. Alors, l'encadrement des loyers, on a maintenant le recul sur l'encadrement des loyers. Je pense à une... Après, c'est toujours la même... C'est comme sur la location sur des plateformes participatives en meublé touristique de logements qui, au départ, enfin de mètres carrés, qui, au départ, devraient être consacrés à du logement pérenne, y compris en location. Dans des zones tendues comme Paris et la Petite Couronne, ce sont des dizaines de milliers de mètres carrés de logements locatifs qui échappent au marché et qui fragilisent des habitants et qui les mettent dans des situations qui tendent le marché, qui augmentent le marché locatif et qui le rendent inaccessible pour beaucoup de ménages. Mais il y a des zones d'Île-de-France
où on pratique ce genre de meublé touristique et qui sont des zones qui ne sont pas tendues, où ça ne pose pas spécialement de problème. Donc il faut arriver à faire les choses de façon un peu pragmatique et intelligente. Sur l'encadrement du loyer, c'est pareil. L'encadrement des loyers dans une ville comme Paris, dans une ville comme Lille, on commence à avoir assez de recul maintenant. Hein. On a 7 à 8 ans de recul. Et dans Paris, il y a eu une période encadrement de loyer, une période fin de l'encadrement, une période de rétablissement de l'encadrement des loyers. Et on a bien vu les faits. Et on a assez de recul pour voir que ça fonctionne pour les locataires et que ça ne décourage pas sur des marchés aussi tendus, ça ne décourage pas les petits propriétaires. Par ailleurs, la rénovation énergétique, les progrès à faire sur l'économie d'énergie et sur la moindre dépense énergétique du bâtiment, elle peut être accompagnée par la puissance publique pour justement les petits propriétaires, pour les artisans, pour les TPE. Il ne s'agit pas de laisser à eux-mêmes les petits propriétaires, et je vous parlais tout à l'heure de soutien aux copropriétés dégradées. Nous prévoyons aussi dans nos plans de rénovation énergétique des soutiens aux petits propriétaires privés pour engager cette rénovation énergétique qui ne concernera pas que le bâti public et le logement social. Ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Oh, mais j'ai encore tellement de choses à vous dire. Un dernier point sur l'écologie, vous voulez une assemblée citoyenne de long terme. J'allais vous en parler. Voilà, je voulais savoir un petit peu, donc des citoyens tirés au sort, hein, que vous faites réfléchir. Est-ce que c'est vraiment efficace quand on voit ce qu'a fait avec Emmanuel Macron, la Convention citoyenne pour le climat? Mais le problème, c'est pas la Convention citoyenne. Bah, vous voyez, j'en perds mon calme. Le problème, c'est pas la Convention citoyenne du climat. Le problème, c'est l'usage qui a été fait de l'avis de la Convention citoyenne du climat. À la tête de la Fondation Nicolas Hulot, pendant presque 2 ans, j'ai porté avec force cette proposition d'une assemblée citoyenne du long terme à l'échelle nationale, qui est une proposition qui est défendue depuis quasiment une dizaine d'années par la Fondation Hulot et qui a donc eu le temps d'être réfléchie, d'être pensée, d'être crash-testé par les scientifiques de la Fondation. Et quand je suis arrivée à la Fondation, c'est le moment où Nicolas Hulot est rentré au gouvernement. Et ça faisait partie du deal, entre guillemets, entre Nicolas Hulot et le chef de l'État. Il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles ils s'étaient tombés d'accord. Je ne les connais pas toutes, mais je sais qu'il y avait au moins deux sujets sur lesquels ils étaient tombés d'accord et qui conditionnait l'entrée de Nicolas Hulot au gouvernement. La première chose, et on a perdu sur les deux, hein, je vous préviens, comme ça vous connaissez la fin du film. La première chose, c'était la réforme constitutionnelle et l'inscription du climat et de la biodiversité à l'article 1er de la Constitution avec le principe de non-régression. Je m'explique. Vous en avez entendu parler à la faveur de la Convention citoyenne du climat. Il y avait une réforme constitutionnelle de prévue. Au début du quinquennat, elle a été suspendue pour les raisons que vous savez, notamment au moment de la survenue de l'affaire Bardella, mais l'inscription du climat et de la biodiversité, de la garantie par les parlementaires de la préservation du climat et de la biodiversité à l'article 1er de la Constitution, et l'inscription dans cet article 1er du principe de non-régression, qui est un principe constitutionnel qui existe déjà, et qui prévoit ce principe qu'on ne peut pas, en tant que puissance publique, engager des politiques publiques ou des réformes structurelles qui soient moins disantes sur le plan de la préservation de l'environnement et de la biodiversité que les réglementations existant déjà. Et donc l'inscription du climat et de la biodive à l'article 1er de la Constitution et de leur garantie et du principe de non-régression, ça faisait partie du deal. Donc la réforme n'a pas eu lieu, cette inscription n'a pas eu lieu, la Convention citoyenne du climat a eu lieu, a fait la même préconisation à l'exception du principe de non-régression, et vous savez qu'on est loin de devoir adopter cet article. Alors vous voulez une assemblée régionale. Et alors l'autre point, c'était l'Assemblée citoyenne du long terme, que le chef de l'État appelait Chambre du futur. D'ailleurs, dans son adresse au Congrès, sa première adresse au Congrès, il parle de cette Chambre du futur.
Bon, là non plus, elle n'a pas vu le jour. Mais ce principe de l'Assemblée citoyenne du long terme, c'est celui qui a présidé justement à la Constitution, la Convention citoyenne du climat, et même, je ne sais pas si vous vous souvenez, les grands débats qui avaient eu lieu après le mouvement des Gilets jaunes étaient déjà construits sur le canevas de cette Assemblée citoyenne du long terme. Nous, ce que nous voulons, c'est que cette Assemblée citoyenne du long terme existe au niveau régional. C'est donc une Assemblée, comme son canevas a servi à la Convention citoyenne du climat, ça va vous rappeler des choses, qui sera constituée de 100 à 150 citoyens et citoyennes franciliens et franciliennes tirés au sort, dont l'indépendance par rapport à la région sera garantie par un comité des garants, qui aura un conseil scientifique pour éclairer ses décisions, ses réflexions, et dont la première mission sera de vérifier la conformité entre les décisions structurelles, les politiques publiques lancées par le conseil régional et les intérêts du long terme, c'est-à-dire la préservation de l'environnement et de la biodiversité pour les générations futures, et le principe de non-régression. Et cette Assemblée citoyenne du long terme, elle aura aussi un pouvoir d'initiative, de référendum d'initiative citoyenne. Elle aura aussi un budget dédié pour soutenir des projets de transition écologique et solidaire. Et elle aura aussi un pouvoir délibératif puisqu'elle pourra présenter les délibérations au conseil régional. L'objectif pour nous, c'est de réconcilier les citoyennes et les citoyens avec l'action politique. Aujourd'hui, pourquoi il y a des conventions citoyennes qui éclosent un peu partout ? Vous le savez, on a 30-35%, 85% lors des dernières élections législatives partielles. On a grosso modo 30-35% d'abstention, voire plus, aux élections majeures. On s'attend pour ces élections régionales à une forte abstention. Ça veut dire que finalement, les élus, la démocratie représentative que nous sommes, j'en fais partie, souffre un peu de légitimité et que beaucoup de nos concitoyens ne se sentent soit pas représentés, soit mal représentés, soit votent par défaut. Et finalement, bien, quand la démocratie représentative est à l'œuvre, remplit ses missions, ses mandats, elle se trouve parfois en distance. Et ça donne le mouvement des Gilets jaunes, ça donne cette abstention qui n'en finit d'augmenter. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de co-construire avec les citoyens et les citoyennes. Parce que par ailleurs, les citoyens et les citoyennes, ils s'abstiennent de plus en plus, mais ils restent très engagés. Ils continuent dans le mouvement associatif, ils continuent dans les initiatives citoyennes, dans les groupes, y compris, voilà, la Chambre des notaires, c'est une forme de démocratie participative. Vous participez au débat public, vous vous intéressez à ce qui se passe, à ce que pensent les citoyens et les citoyennes des territoires que vous représentez. Et donc, co-construire entre la démocratie représentative et la démocratie participative que représenterait cette Assemblée citoyenne. S'appuyer pour nous, les élus, sur ce que j'appelle le génie citoyen, la capacité des citoyens à s'emparer de leur propre vie, à être les experts de leur propre quotidien et à proposer des solutions. Ça me semble de nature, d'une part, à casser ce court-termisme de la décision politique qui est en contradiction avec les intérêts du long terme, et d'autre part, à réconcilier le citoyen et la citoyenne avec l'action politique. Et c'est pour ça que cette Assemblée citoyenne, nous allons la mettre en place, qu'elle est très ambitieuse, qu'elle fera date. Et c'est comme la gratuité des transports. Vous savez, quand j'en ai parlé, tout le monde a crié, non pas au fou, mais à la folle. Et puis finalement, la gratuité des transports, ça fait 8 mois qu'on en parle tous les jours. Tous les candidats à la région Île-de-France sont obligés de se positionner par rapport à cette mesure. Et au-delà de la région Île-de-France, on en parle dans les Hauts-de-France, on en parle dans les Pays de la Loire, on en parle en Occitanie, on en parle dans l'ensemble des régions de France. Pour cette élection, cette gratuité des transports, cette petite mesure un peu folle que j'ai initiée, elle fait le débat un peu partout. Ça veut bien dire que c'est un sujet qui intéresse l'ensemble des Français. Nous verrons le choix des électeurs donc à la fin Absolument. du mois. Merci beaucoup. C'est eux qui choisiront de toute façon. Merci Audrey Pulvar d'avoir vous êtes prêté à ce jeu de questions-réponses. C'est la fin de ce cycle de débat. Nous avons pu aller en profondeur pour examiner les programmes des candidats. Je remercie vivement la Chambre des notaires de Paris, du Grand Paris. Les moyens techniques Magnum, c'était parfait. Je vous rappelle, les élections régionales, c'est les 20 et 27 juin prochains. Allez voter.